Je vis au 6e étage d'un immeuble haussmannien du 8e arrondissement. Dans cet entre-deux étages où l'on n'habite pas vraiment, on représente. Les plafonds sont hauts, les moulures impeccables. La lumière de Paris arrive filtrée par des voilages couleur ivoire, comme si même le jour devait apprendre la discrétion. Ici, tout a une place, surtout moi. Je m'appelle Claire, j'ai 57 ans et je me déplace dans cet appartement comme une main gantée, sans bruit, sans trace, indispensable et pourtant interchangeable. Le matin, je commence par les objets, pas par les vivants. Je passe un chiffon d'eau sur la commode marquetée, je redresse un cadre doré légèrement incliné, je vérifie l'alignement des livres dans la bibliothèque. La plupart sont des reliures du 19e, du vrai cuir, pas ces faux cuirs brillants qui sentent la boutique. Je connais la différence au toucher, je connais la différence à l'odeur. J'ai appris à lire les matières comme d'autres lisent les visages. Antoine prétend que ces pièces respirent la tradition. Il adore prononcer ce mot comme un titre de noblesse. Antoine a 60 ans et une façon très particulière d'habiter le monde. Il n'y marche pas, il y plaide. Même lorsqu'il boit son café, il semble préparer une plaidoirie. Ce matin-là, il sort de sa chambre en chemise blanche repassée, le nœud de cravate encore défait et déjà la posture de l'homme qu'on écoute. Sa voix, elle, ne se dérègle jamais. « Claire, tu as vu mon dossier, celui avec la chemise bordeaux, j'ai audience à 10 heures. » Je sais exactement où il est. Je sais aussi qu'il ne s'agit pas d'une question, c'est une injonction déguisée, un service emballé dans le papier glacé du mariage. Je le lui tends sans un mot. Il le prend sans me regarder. C'est une chose simple, presque banale. Un dossier passe d'une main à l'autre. Mais dans ce geste, il y a 30 ans de hiérarchie domestique. Antoine est un homme public, moi je suis la logistique de son prestige. Au-dessus de la cheminée, un miroir ancien renvoie mon reflet. Pas le mien, celui que cet appartement tolère. Une femme aux cheveux relevés, un pull de cachemire neutre, un visage discipliné. Je n'ai pas l'air malheureuse, j'ai l'air fonctionnel. La vérité, c'est que j'ai été formée à autre chose. Je viens d'une famille de professeurs, de bibliothécaires, de gens qui n'avaient pas d'argenterie, mais qui savaient citer Montaigne sans hésiter. J'ai un diplôme d'histoire de l'art, obtenu à une époque où j'y croyais encore. Puis la vie a fait ce qu'elle fait avec les femmes raisonnables. Elle a remplacé mes années d'études par des années de soutien. Mon diplôme est resté, moi aussi, en friche. Lucas et Chloé, nos enfants, ne se souviennent pas que j'ai appris à dater une toile à la lumière rasante ou à reconnaître un vernis oxydé à sa nuance. Pour eux, je suis l'époque d'avant, avant les start-up, avant les réseaux, avant l'efficacité. Lucas, 30 ans, parle comme un communiqué. Chloé, 26 ans, parle comme une story. Il m'embrasse parfois sur la joue, distrait, déjà ailleurs. « Maman, tu peux choisir le vin pour ce soir ?» demande Chloé quand elle passe, téléphone collé à la main. Le vin. Toujours le vin, comme si ma compétence la plus précieuse consistait à accorder un Bordeaux à une conversation creuse. Je pourrais leur expliquer qu'un Saint-Émilion trop jeune écrase un plat délicat, que le tanin n'est pas qu'une sensation, mais une architecture. Je pourrais leur dire que la vie, elle aussi, a des tanins, des aspérités nécessaires. Mais je me tais. On ne donne pas une leçon à des enfants qui n'ont pas demandé. Antoine, lui, n'a jamais demandé non plus. Il a simplement décidé que je serais parfaite dans un rôle, celui de la femme qui ne fait pas d'ombre. « Tu viens ce soir chez les Delaney ?» me lance-t-il, déjà en train de vérifier ses messages. Les Delaney. Une de ces familles qui connaissent les prénoms des élus et les habitudes des journalistes culturels. Une table où tout se joue entre deux bouchées. Un théâtre bourgeois où l'on s'échange des cartes de visite comme des verdicts. « Bien sûr, dis-je. Je dis souvent bien sûr, comme on signe une clause. Parce que la vie d'Antoine est faite de contrats et ma vie de tacite. Je connais le vocabulaire du droit par absorption. Responsabilité, préjudice, réputation, dommage moral.
Dans notre couple, la réputation a toujours pesé plus lourd que la vérité. Quand il s'en va, l'appartement retrouve son silence, ce silence épais que les riches confondent avec la paix. Je range la tasse, je replace une chaise, je redresse un bouquet. Et pourtant, dans ce calme, quelque chose s'agite, car il y a une autre Claire, une Claire qui la nuit ne se contente pas de polir le monde des autres, une Claire qui lit des catalogues de vente, des rapports d'expertise, des notices de pigments et historiques de provenance, une Claire qui fréquente les bibliothèques comme l'on fréquente un tribunal, pour y chercher la preuve. Sur l'écran de mon ordinateur, je ne m'appelle plus Claire, je suis la chienne de chasse. Un pseudonyme choisi par ironie et par nécessité. Le chien de chasse ne brille pas, il piste, il flaire l'erreur, il suit la trace jusqu'au mensonge. Je ne vends rien, je n'achète rien. Je corrige, j'alerte, je démonte les certitudes trop chères, et parfois je vois trembler des réputations qu'on croyait inébranlables. La journée, je suis une épouse discrète dans un décor prestigieux. La nuit, je suis un regard. Je ferme l'ordinateur. Je retourne au salon. Mon pas ne fait toujours pas de bruit. Mais je sens précisément que l'invisibilité a une fin. Il suffit d'un détail, un objet de plus, une erreur dans un vernis, une odeur qui ne devrait pas être là. Et ce jour-là, sans le savoir encore, Antoine était déjà en train d'introduire dans notre appartement la seule chose capable de me rendre enfin visible. Une œuvre d'art qui ment. On croit souvent que l'humiliation arrive comme un coup. Chez nous, elle tombe plutôt comme la poussière, fine, régulière, impossible à prouver, et pourtant, elle s'accumule. À midi, Lucas passe juste 5 minutes. Il ne retire même pas son manteau. Il parle debout, comme un homme pressé d'aller réussir ailleurs. « Papa m'a dit que tu avais encore appelé le notaire pour une histoire de papier. » Il fait une grimace légère, pas méchante, pire, gênée. « Maman, franchement, tu te compliques la vie. C'est papa qui gère. C'est son domaine. » Son domaine. Comme si le droit était une frontière et moi une étrangère avec de mauvaises chaussures. Je pourrais lui répondre que la gestion patrimoniale n'est pas une question de domination naturelle, mais de régime matrimonial, de société d'acquet, de clauses, de signatures. Je pourrais lui rappeler que l'ignorance n'est pas une vertu et que la confiance aveugle est un risque juridique. Mais je regarde ses mains. Elles tremblent légèrement, pas de peur, de hâte. Lucas n'a pas le temps pour les nuances. Et l'art, comme le droit, n'est fait que de nuances. Je souris. « Tu as raison, mon chéri, je me suis mal exprimé. Le mensonge sort de moi avec une facilité effrayante. C'est ça, l'apprentissage des épouses invisibles. Savoir parler pour rassurer ceux qui ne s'inquiètent jamais. » Chloé arrive en fin d'après-midi. Elle traverse le salon comme on traverse un décor de film, sans s'asseoir, sans regarder. Elle est parfumée d'une odeur solaire, chère, trop moderne pour nos rideaux de lin. Elle m'embrasse, son téléphone déjà ouvert, et me filme presque malgré elle. Pas moi, non. Le canapé, la bibliothèque, le reflet de la lampe sur le cadre doré. Les objets ont plus de valeur que ma présence. « Maman, tu pourrais changer les fleurs. Les pivoines font un peu vieille France. » Elle rit, comme si c'était tendre. Et puis, ce soir, chez les Delaunay, essaie de pas trop parler de trucs, tu sais, d'avant. Les gens aiment le léger. Le léger, comme si ma vie était une nappe à secouer. Je ne réponds pas. Je sens seulement quelque chose dans mon regard qui se durcit, presque imperceptible. Un muscle intérieur longtemps endormi qui se réveille. Après leur partir, je fais ce que je fais toujours. Je range, je nettoie, je remets le monde à sa place. Mais mes gestes ne sont plus tout à fait les mêmes. Ils deviennent précis, presque froids, comme ceux d'une restauratrice qui prépare une surface avant une intervention. À 22h, l'appartement est silencieux. Antoine rentre tard, toujours au téléphone, un contentieux en bouche comme une cigarette. Il ne me demande pas comment s'est passée ma journée. Il se contente d'un ordre doux. « Demain, rappelle-moi d'envoyer le courrier à la mairie. C'est important. » La mairie.
Le mot glisse dans l'air avec un parfum d'ambition. Je le note mentalement comme on note une date d'audience. Quand il s'endort, je me lève. Dans le bureau, j'allume l'ordinateur sans allumer la lumière. L'écran me suffit. Sur un forum spécialisé, on débat d'un boucher réapparu après 60 ans de silence. Les commentaires sont exaltés, aveugles, prêts à croire, toujours prêts à croire, dès qu'il y a du prestige et de l'argent. Je me connecte. La chienne de chasse. Je lis la notice, je scrute les photos, je cherche la faille. Et je la trouve. Un détail dans la provenance, une date qui ne tient pas juridiquement, un trou dans la chaîne de possession que personne n'ose regarder trop longtemps. Je tape une réponse courte, neutre, chirurgicale. Pas d'émotion, juste la logique. Puis je ferme tout. Je reste immobile quelques secondes, mes mains posées sur le clavier. Je sens ma respiration plus lente, plus sûre, comme si dans ce noir discret, je récupérais quelque chose de moi, une autorité. Je retourne au lit, Antoine dort déjà, paisible, certain d'être le centre. Je m'allonge à côté de lui et je fixe le plafond. Dans la pénombre, je comprends enfin que je n'ai pas été sans carrière, j'ai été en veille. Et une femme en veille à 57 ans peut devenir dangereuse. Le lendemain, Paris avait cette lumière d'hiver qui rend les pierres plus arrogantes. Les façades semblaient plus blanches, les ombres plus nettes. Dans la cuisine, la cafetière murmurait comme une confidence. Antoine, lui, ne murmurait jamais. Il entra avec une énergie qu'il réservait d'habitude aux jours de victoire, un pas plus ferme, un sourire déjà prêt, et cette manière de tenir le silence comme une salle d'audience. « Claire, nous avons fait un achat exceptionnel. » Je levai les yeux. Mon premier réflexe fut domestique, chercher ce qui manquait, ce qui s'était cassé, ce qu'il fallait réparer. Puis je vis son expression. Ce n'était pas une demande d'aide, c'était une annonce destinée à être applaudie. « Un achat ?» dis-je, calmement. Il posa sur la table un dossier épais, relié, avec des photos imprimées sur papier glacé. J'aperçus immédiatement le cadrage, le type d'image qu'on utilise pour séduire, pas pour prouver. Au centre, une jeune fille peinte de 3/4, assise près d'une fenêtre, le regard tourné vers l'extérieur, une peau laiteuse, une bouche fermée, un monde intérieur inviolable. Jeune fille à la fenêtre. Il prononça le titre comme on prononce un nom d'aristocrate. Attribué à, il marqua un temps, un grand maître du XVIIIe, une œuvre longtemps considérée comme perdue. Tu te rends compte ? Je me rendis compte, oui, mais pas comme il l'entendait. Je regardais déjà la couche picturale, la manière dont la lumière glissait sur le visage, la transparence supposée du glacis. Je cherchais le tremblement, la main, l'époque. Et en même temps, une autre partie de moi, plus sèche, évaluait ce que ce tableau représentait dans la vie d'Antoine, une pièce à conviction. « Tu l'as acheté où ?» demandai-je. Il eut un sourire de connaisseur, presque enfantin. Par une maison sérieuse, très bien conseillée, avec une expertise préliminaire, bien sûr, et une provenance, il tapota le dossier, impeccable. Le mot « impeccable » me fit l'effet d'un gant trop propre. Dans le marché de l'art, rien n'est impeccable, tout est plausible, tout se négocie, y compris la vérité. Je tournai une page. Certificat, avis d'experts, liste de propriétaires, formulée comme une généalogie, une succession, une vente privée, une réapparition miraculeuse, un récit, pas une preuve. Antoine se servit un café, comme s'il célébrait déjà. Ce tableau va nous ouvrir des portes. Il sera l'événement de la saison. Les Delaunay vont en parler. Les journalistes culturels vont suivre. Et puis, il s'interrompit, comme s'il déposait un secret sur la table enveloppé dans du velours. Je pense me présenter au Conseil de Paris. Je sentis quelque chose bouger en moi, une petite rigidité dans le dos, un éclair derrière les yeux. Voilà donc la mairie. Voilà donc le véritable achat. Une image, une légitimité, une ascension. Un tableau pour une campagne, dis-je. Il leva les mains, faussement modeste. Ne sois pas naïf, les symboles comptent.
L'art, c'est la preuve du goût. Et le goût, c'est le pouvoir, Claire. Le goût. Il parlait du goût comme d'un drapeau, pas comme d'une intelligence. Antoine collectionnait des signes, un appartement, une cave, des relations. Maintenant, un chef-d'œuvre. Il ne possédait pas l'art, il possédait l'idée de l'art. Je feuilletais encore. Une somme apparut, dissimulée dans une annexe. Mon estomac se serra, non pas pour peur, mais par calcul. J'entendis le mot « fonds commun », comme une cloche. Je pensais dilapidation, manquement de devoir de loyauté, atteinte aux intérêts familiaux. Le droit, tout à coup, cessait d'être une langue étrangère, il devenait ma langue maternelle. « Tu as puisé dans le compte commun ?» demandai-je, sans hausser la voix. Antoine eut ce rire bref des hommes sûrs d'être intouchables. « Évidemment, c'est notre patrimoine. Et puis, tu sais bien que tu n'aurais pas compris l'opportunité. Tu es trop... » il chercha le mot comme une excuse. « Prudente. » Prudente. Voilà comment il appelait mon silence. Voilà comment il appelait 30 ans de lucidité. Je refermai le dossier lentement. Je sentis mes doigts plus froids, ma respiration plus posée. Antoine croyait m'avoir offert un sujet de conversation pour ses dîners. Il venait, sans le vouloir, de poser devant moi une énigme. Et je n'ai jamais su résister à une énigme. « Quand est-ce qu'il arrive ?» demandai-je. Il sourit, satisfait, persuadé d'avoir gagné mon approbation. « D'ici 3 jours, on le dévoile lors de la réception chez les Delaunay. Un moment parfait. » Je le regardais. Il ne vit pas la nuance dans mes yeux. Il ne vit pas que dans ma tête, la réception venait de changer de nature. Ce ne serait pas un théâtre mondain. Ce serait un examen. Et moi, enfin, j'allais sortir ma copie. Le tableau est arrivé un jeudi, en fin d'après-midi, à l'heure exacte où Paris commence à se croire éternel. 2 hommes en gants blancs l'ont porté comme on porte un corps, avec une précaution presque religieuse, mais sans émotion. Antoine supervisait la scène, debout dans le salon, téléphone en main, déjà en train de raconter l'événement à quelqu'un d'invisible. Oui, une pièce majeure, un choc, tu verras. Moi, je n'ai rien dit. Je regardais la caisse en bois, les vis neuves, l'étiquette de transport, les scellés. Dans le monde de l'art, on adore les scellés. Ça donne l'illusion d'un secret protégé. En réalité, cela protège surtout l'orgueil de ceux qui veulent croire. Quand ils ont posé la caisse sur le tapis persan, Antoine a fait un geste qui se voulait souverain. On ouvre. Le bois a grincé. Une odeur a jailli avant même que la toile apparaisse. Très légère, presque agréable. Une note de forêt, de chaleur, de colle. Antoine n'a rien senti, bien sûr. Il ne sent jamais ce qui dérange sa narration. Moi, si. Cette odeur-là, je la connais. La résine. Le type de résine qu'on retrouve dans certains vernis modernes, trop propres, trop récents, trop sûrs d'eux. Un parfum de travail fraîchement terminé, alors qu'un tableau du XVIIIe siècle devrait respirer autre chose, la poussière ancienne, la lenteur, une fatigue noble. Ils ont retiré la toile de son papier de protection, la jeune fille à la fenêtre est apparue. Le salon a changé d'équilibre, même les objets semblaient se taire pour la regarder. Antoine, lui, avait ce regard d'homme qui se voit déjà dans les journaux. « Regarde-moi ça, Claire », dit-il comme s'il m'offrait un paysage. Je me suis approché, pas trop vite, avec la lenteur qu'on adopte devant une œuvre ou devant une preuve. Je n'ai pas regardé le visage, ni la fenêtre, ni le drapé. J'ai regardé les bords, toujours les bords d'abord. Les marges trahissent ce que le centre tente de cacher. J'ai observé la tension de la toile, le grain, la régularité. Puis j'ai baissé les yeux vers la surface picturale à la recherche de ce que l'on ne voit pas chez les amateurs, la respiration de la matière. Antoine s'impatientait. « Alors, c'est beau, non ?» Beau est un mot inutile en expertise. On peut admirer un mensonge, cela ne le rend pas vrai. Je me suis penché très légèrement, comme si je voulais contempler un détail du corsage, et j'ai respiré. Oui, respiré. C'est un geste intime, presque indécent, mais la connaissance est parfois physique. L'odeur de résine était là, nette sous la couche de prestige. Je me suis redressé.
Mon regard a glissé vers les zones d'ombre, celles que les faussaires aiment parce qu'on y pardonne plus facilement les incohérences. Et c'est là que je l'ai vu. Un petit accident, minuscule dans l'underpainting, la couche préparatoire. Une manière de poser les valeurs, de construire la lumière depuis le dessous. Au XVIIIe, on ne préparait pas ainsi, pas avec cette logique-là. C'était une erreur de langage, comme une tournure moderne dans une lettre ancienne. Je me suis tourné vers la fenêtre du salon pour capter la lumière. Je connais ces réflexes, déplacer l'œuvre d'1 degré, chercher le relief du coup de pinceau, la trace du temps. Le tableau avait la peau trop lisse, trop récemment finie, et dans un coin, sous un glacis, j'ai cru deviner un repentir mal géré, un repentir qui imitait le repentir, si vous voyez l'ironie. Antoine parlait encore, déjà en campagne. Je vais le montrer au Dolénais. Il faut qu'il comprenne l'importance du geste. C'est plus qu'un achat, c'est un signal. Un signal, oui, mais pas celui qu'il croyait. Je suis resté immobile, les mains croisées devant moi. Le silence m'a protégé. À l'intérieur, pourtant, quelque chose s'est ouvert, comme une trappe. Ce n'était pas seulement un tableau douteux, c'était un risque juridique, un gouffre de réputation, une bombe mondaine prête à exploser au milieu d'un dîner bourgeois entre un Saint-Julien et une phrase sur la culture. Je n'ai pas dit « c'est faux », je n'ai pas dit « tu as été trompé ». Je l'ai simplement regardé, Antoine, mon mari, l'homme qui me prenait pour une décoration, et j'ai senti une chose nouvelle, non pas la peur, mais une forme de calme dur, presque élégant. La découverte était faite. Le reste, dorénavant, serait une stratégie. Je n'ai rien dit à Antoine, pas par faiblesse, par méthode. Il y a dans la vie bourgeoise une superstition tenace. On croit que le scandale naît des faits. En réalité, il naît du moment où les faits sont prononcés à voix haute. Tant que je me taisais, j'avais l'avantage. Tant que je me taisais, le tableau n'était qu'un objet accroché au mur. Dès que je parlerais, il deviendrait une arme, et Antoine, fidèle à lui-même, tenterait de la retourner contre moi. Cette nuit-là, alors qu'il dormait d'un sommeil d'homme rassuré par sa propre narration, je me suis levé. J'ai traversé le couloir en chaussons sans allumer les lampes. Les moulures, les tableaux, le tapis, tout me connaissait. J'étais le fantôme officiel de la maison. Dans le bureau, j'ai allumé l'ordinateur. Pas le grand écran du salon, trop exposé, le petit portable que je garde comme on garde un double jeu de clés pour sortir de l'enfermement sans bruit. Je suis devenu la chien de chasse. La première règle quand on soupçonne un faux n'est pas de crier, c'est de construire une chaîne, technique, historique, juridique. Un faux bien fait ne tombe pas sur un détail, il tombe sur la cohérence. J'ai commencé par l'odeur, la résine. J'ai cherché les types de vernis contemporains utilisés dans les ateliers de restauration peu scrupuleux, ceux qui réchauffent une surface pour la rendre plus séduisante aux yeux d'un acheteur pressé. Puis j'ai ouvert mes dossiers sur l'underpainting, les pratiques de préparation au XVIIIe, les recettes d'après, les pigments disponibles, les écoles. Je me suis forcé à rester froide. Un faux, c'est aussi un piège émotionnel. Il humilie, il provoque, il fait perdre la rigueur. Moi, je ne voulais pas perdre, je voulais prouver. J'ai pris des notes à la main sur un carnet, toujours à la main. Parce que l'écriture ralentit la pensée et que la pensée lente est plus précise. Je notais comme on établit une expertise contradictoire, fait, hypothèse, méthode, pièce justificative. Ensuite, j'ai attaqué la provenance. Le dossier fourni par Antoine était trop lisse, trop élégant, trop roman familial. Les ventes privées, les héritages, les collections anciennes, ce sont les mots préférés des trafiquants de crédulité. J'ai recherché chaque nom, chaque galerie, chaque mention. J'ai consulté les bases publiques, les catalogues raisonnés numérisés, les archives d'anciennes ventes. J'ai retrouvé une incohérence, une date de transfert de propriété qui correspondait à une période
où le prétendu propriétaire était en exil, officiellement absent du territoire. Ce n'était pas une petite faute, c'était une brèche. Je me suis aussi penché sur l'argent, parce que l'argent laisse toujours des traces plus nettes que la peinture. Antoine avait payé avec des fonds familiaux. Je ne connaissais pas le détail exact, mais je savais déjà quoi chercher, les virements, les justificatifs, la ligne comptable qui prouve la décision unilatérale. Dans notre régime, cela pouvait devenir un élément central, faute, détournement d'actifs communs ou au moins manquement de devoir de transparence entre époux. Et puis, au milieu de la nuit, j'ai fait quelque chose d'encore plus intime. Je suis retourné dans le salon. Le tableau dormait dans sa gloire, accroché comme une promesse. J'ai approché une petite lampe de lecture, celle qui ne chauffe pas trop. La lumière rasante révèle les reliefs, les craquelures vraies, les craquelures imitées. À cette distance, je n'étais plus une épouse, j'étais une professionnelle. J'ai repéré sous une couche d'avieillissement artificiel des craquelures trop régulières, comme tracées par quelqu'un qui avait étudié des craquelures sans jamais vivre avec le temps. La matière mentait avec application. Je n'ai pas pris de photos, pas encore. Il y a un moment pour collecter et un moment pour dévoiler, et je sentais que le dévoilement devait se faire en public, là où Antoine se croyait invincible. Je suis resté un instant devant la jeune fille peinte, son regard tourné vers la fenêtre. Elle aussi semblait attendre quelque chose. Alors je me suis promis, sans théâtralité, ce dossier ne servirait pas à sauver Antoine, il servirait à sauver moi. Quand je suis retourné au lit, il faisait presque jour. Antoine s'a bougé, a marmonné mon nom, comme on appelle une fonction. Je l'ai regardé dormir, et dans mes yeux, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de patience, il y avait une décision. La réception chez les Delaunay a commencé avant même que la nuit tombe. Dans leur hôtel particulier, près du parc Monceau, on recevait comme on orchestre une exposition. Circulation fluide, éclairage flatteur, conversation calibrée. Les domestiques glissaient avec une précision invisible. Un cartoir à cordes jouait quelque chose de léger, cette légèreté qui rassure les puissants. Elle leur donne l'illusion que le monde ne grince pas. Antoine portait un smoking impeccable. Il avait ce visage de grand avocat qui a appris à sourire sans se livrer. Il serrait des mains, déposait des phrases, distribuait des regards comme des cartes de visite. On l'appelait « Maître Antoine » avec cette nuance de respect mondain qui ne se mérite pas toujours, mais s'entretient très bien. Moi, j'étais là. J'avais choisi une robe noire, simple, presque sévère, pas par modestie, par clarté. J'avais besoin d'être un trait net dans un tableau surchargé. Mes cheveux étaient relevés, sans bijoux, sans concession. Je voulais que l'on voie mon visage. Et surtout mes yeux. Chloé m'avait regardé avant de sortir. « Maman, tu ne mets pas au noix une broche, quelque chose de plus Paris ?» Je lui avais répondu doucement « Je suis Paris ». Elle avait ri, croyant à une plaisanterie. Ce n'en était pas une. Chez les Delaunay, les murs étaient couverts d'œuvres contemporaines, qu'on appelle audacieuses, parce qu'elles coûtent cher. On commentait les achats comme on commente des victoires. On parlait de la dernière biennale, de valeur refuge, de transmission. Le mot transmission, ici, désignait surtout l'argent. Antoine avait fait installer le tableau dans un salon à part, sous un éclairage étudié. Jeune fille à la fenêtre trônait comme une invitée prestigieuse. Autour, un petit groupe se formait déjà. Un adjoint au maire, un critique, un galériste, 2 journalistes culturels, et cette femme à la voix coupante qui ne riait jamais, la directrice d'un comité de soutien politique. L'élite parisienne a 1000 visages, mais un seul instinct, sentir ce qui peut servir. Je me suis tenu en retrait, près d'un buffet où l'on servait des coupes de champagne et des canapés au foie gras. Je n'avais pas faim, j'observais.
Antoine commença son numéro, cette démonstration de goût qui ressemble à des plaidoiries, beaucoup d'assurance, un récit séduisant et juste assez de vocabulaire pour donner l'impression d'une maîtrise. Ce tableau, disait-il, en posant sa main à quelques centimètres de la toile, sans oser la toucher, c'est un fragment de notre histoire culturelle, une œuvre disparue, retrouvée, une réparation. Une réparation. Le mot me fit presque sourire. Les réparations, je les faisais la nuit, seul, avec des preuves. Lui, il réparait surtout son image. Lucas buvait un whisky avec un jeune élu. Il hochait la tête, fier, comme si le tableau prouvait la solidité d'une lignée. Chloé filmait discrètement, cherchant l'angle parfait. La toile, le lustre, le nom Delaunay. Elle a capté mon visage une seconde et l'a aussitôt écarté. Je n'étais pas instagrammable. Un homme s'avança, le fameux expert invité par les Delaunay, l'expléciste dont Antoine prononçait le nom avec une révérence gourmande. Il avait la cinquantaine, des lunettes fines et ce regard de ceux qui ont appris à dominer par l'assurance technique. Il se pencha devant le tableau, fit un petit « professionnel » et posa une question. « Maître Antoine, avez-vous un rapport d'analyse scientifique, un examen des pigments, une radiographie ?» Je vis Antoine se raidir presque imperceptiblement. Son sourire resta en place, mais ses doigts se crispèrent sur son verre. « Les analyses sont prévues, bien sûr, mais vous savez, la provenance est solide. » Le mot « provenance » venait de se transformer en bouée. L'expert ne répondit pas. Il plissa les yeux, s'approcha encore, ses narines frémirent légèrement. Il sentait, lui aussi, peut-être, un doute, une dissonance. Je sentis mon cœur battre plus lentement comme avant une prise de parole décisive. Je n'étais pas dans un dîner mondain, j'étais dans un tribunal mondain, et la pièce principale était accrochée au mur. Antoine parla plus vite, plus fort, comme on couvre un silence qui menace. Ce tableau, disait-il, en posant sa main à quelques centimètres de la toile, sans oser la toucher, c'est un fragment de notre histoire culturelle, une œuvre disparue, retrouvée, une réparation. À ce moment-là, Chloé ploussa derrière moi. « Maman, c'est bon, tu peux arrêter de faire ta tête de prof, laisse les spécialistes parler. » Je me suis tourné vers elle, une seconde seulement. Mon regard, je le sentis, avait changé. Il n'était plus blessé, il était net. « Justement », ai-je dit, et j'ai reposé mon verre sur le plateau d'argent. Le tintement a été minuscule, mais dans mon corps, c'était une porte qui se fermait derrière moi. Je quittais le rôle de la femme en arrière-plan, et je marchais enfin vers la lumière. Je n'ai pas fait une scène. Je n'ai pas élevé la voix, je me suis simplement avancé. Il y a un moment précis où une pièce mondaine bascule. Ce n'est pas quand quelqu'un crie, c'est quand quelqu'un marche sans demander la permission. Le cercle autour du tableau s'est entrouvert de lui-même, comme une mer qui reconnaît une force plus froide. Antoine a tourné la tête vers moi, surpris, agacé déjà. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu à la question. J'ai regardé le tableau, puis l'expert, puis les visages autour, des élus, des critiques, des gens qui prétendent aimer l'art, mais adorent surtout l'ascendant que l'art donne sur les autres. Je me suis arrêté à une distance respectueuse de la toile, ni trop près pour ne pas jouer l'intimité, ni trop loin pour ne pas feindre l'ignorance. J'ai parlé comme on ouvre un dossier. Avant tout, permettez-moi une précision de vocabulaire. Je sentais ma voix posée, sans tremblement. C'était étrange, elle n'avait pas servi depuis longtemps à cela. Ce que nous avons ici n'est pas un tableau retrouvé, c'est une attribution. Et une attribution n'est pas une vérité, c'est une hypothèse. Elle se démontre ou elle s'effondre. L'expert a redressé légèrement le menton, prêt à défendre son territoire. « Madame, vous êtes… » Je l'ai regardé, doucement. Un regard qui n'implorait rien. Une personne qui sait lire ce que la matière dit quand les hommes mentent.
Un murmure accourut, très faible, presque amusé. Antoine a blêmi, comme si je venais de salir un tapis. Je n'ai pas laissé le murmure s'installer. J'ai enchaîné, calmement, avec cette logique qui n'a pas besoin d'être aimée pour être efficace. Commençons par la technique. Regardez la zone d'ombre ici, au niveau de l'encadrement de la fenêtre. J'ai levé la main sans toucher, traçant dans l'air une géographie invisible. Le modelé est obtenu par un procédé de superposition qui imite le 18e, mais il le fait avec un réflexe moderne, une transition trop photographique. Au 18e, le passage se construit autrement, par des glacis successifs qui laissent respirer le support. Je me suis tourné vers le critique, puis vers le galeriste, comme si je les convoquais chacun à leur devoir de regard. Ensuite, l'underpainting, la couche préparatoire. Elle contient ici une logique de valeur qui correspond à une pédagogie postérieure. C'est une syntaxe. Et cette syntaxe n'est pas celle de l'atelier supposé. L'expert a fait un petit rire bref, celui des hommes qu'on contredit en public. « Madame, ce sont des impressions. » Je n'ai pas souri. J'ai penché très légèrement la tête comme on accorde à quelqu'un la politesse d'une réponse. Parfait. Parlons donc de ce qui n'est pas une impression. Je sentis derrière moi le silence devenir lourd. Même le quatuor au loin semblait jouer plus bas. « Le bleu », ai-je dit. Je me suis rapproché d'un pas, juste assez pour que tous suivent mon geste du regard. Dans l'ombre du rideau, on observe une profondeur bleutée. Or, si cette profondeur est obtenue, comme je le soupçonne, par du bleu de Prusse, alors l'attribution s'effondre immédiatement. Un élu a cligné les yeux. « Pourquoi ?» a demandé quelqu'un. Je me suis tourné vers cette voix. Un sourire minuscule, pas de séduction, une précision. Parce que le bleu de Prusse n'entre dans la palette européenne qu'au début du XVIIIe, et son usage stable et courant dans ce type de peinture ne correspond pas à la période invoquée par la notice. Je marquai un temps, une analyse chromatographique ou même un prélèvement microscopique le dirait sans poésie. L'art adore la poésie, la science, elle, adore la preuve. Je sentis l'expert se raidir. Il comprenait maintenant que je ne cherchais pas à briller, je cherchais à conclure. Et si l'on veut une preuve encore plus brutale, ai-je dit, on peut aller plus loin. Carbone 14 sur le support, datation du liant organique, étude des fibres. Les méthodes existent. Le seul problème, c'est qu'elles ne respectent pas les fantasmes. Antoine a tenté d'intervenir, la voix trop haute. « Antoine, tu dépasses les limites. » Je me suis tourné vers lui. Mes yeux, je le sentis, ne le ménageaient plus. Il ne demandait plus de paix, il demandait la vérité. Les limites? Mon ton resta calme, mais chaque syllabe semblait taillée. Tu as engagé des fonds communs sur la base d'un récit. Moi, je parle de faits. Ce n'est pas une question de limite, Antoine, c'est une question de responsabilité. Le mot de responsabilité a claqué plus fort qu'un cri, parce que dans ce milieu, chacun sait ce que cela signifie. Imputabilité, réputation, conséquences. J'ai repris en me tournant vers l'Assemblée. Enfin, la provenance. J'ai effleuré le dossier du regard comme si je le voyais à travers les murs. Une chaîne de possession sans document probant n'est pas une provenance, c'est une fable. Et dans cette fable, il y a un trou daté. Un trou situé, un trou qui devant un tribunal ou devant la presse ne pardonne pas. Le silence était total maintenant. On n'entendait plus que la respiration des gens qui, soudain, sentaient le danger. L'expert m'a regardé longuement. Ses yeux avaient changé, moins condescendants, plus attentifs. Il a fini par demander d'une voix plus basse « Madame, qui êtes-vous exactement ?» Je n'ai pas répondu par un titre. Les titres ici servent à masquer l'absence de substance. Je suis celle qui a vécu 30 ans dans l'ombre des cadres dorés. Et ma voix, sans trembler, a ajouté « et qui a enfin décidé de regarder ce qu'il y a à l'intérieur ». Dans le cercle, quelqu'un a laissé d'échapper un souffle, pas un rire, pas un mépris, un respect. Le vrai, celui qui naît quand la connaissance devient une autorité.
et Antoine, à côté, venait de comprendre une chose insupportable. Je n'étais plus son décor, j'étais l'événement. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas eu besoin de théâtre. Dans les salons bourgeois, le vrai drame n'est jamais bruyant. Il se joue dans les micro-déplacements, dans les regards qui changent de propriétaire. L'expert s'est rapproché du tableau, cette fois sans arrogance. Il a demandé qu'on ajuste l'éclairage. Un domestique a obéi immédiatement. Pas à Antoine, à lui. Et déjà, dans ce simple geste, je voyais l'effondrement. L'autorité avait glissé, comme une bague qu'on retire. Antoine a essayé de reprendre le centre. « C'est une discussion technique », a-t-il lancé, trop vite. « Je rappelle que nous avons un dossier, une attestation, une maison de vente. » Le critique culturel, celui qui riait d'habitude pour montrer qu'il comprenait tout, a levé une main, presque poliment. « Maître, laissez-nous regarder. » Maître, oui, mais le mot sonnait creux. Pour la première fois, Antoine entendait ce que j'avais entendu pendant 30 ans, la nuance qui retire autant qu'elle donne. On a approché une loupe, on a parlé à voix basse. J'entendais des termes que j'avais l'habitude de lire dans la solitude. Craquelure, empattement, vernis, retouche, couches superposées. Puis quelqu'un a prononcé le mot interdit, celui qui traverse une pièce comme une lame froide. Anachronisme. Antoine a ri, un rire sec, nerveux. Allons, c'est excessif, mais personne n'a ri avec lui. Je me suis reculé d'un pas, volontairement. Je n'avais pas besoin de dominer la scène, il suffisait de ne plus la fuir. Mon corps était tranquille, mes mains ne cherchaient plus une occupation. Je les tenais jointes, comme on tient une certitude. Lucas s'est approché, le front plissé. Il avait l'air d'un enfant qui voit soudain son père tomber du piédestal. « Maman » a-t-il murmuré, « tu savais tout ça ?» Sa voix à lui n'avait plus ce ton pressé de l'homme moderne. Elle tremblait d'un respect involontaire. Je l'ai regardé, sans triomphe. « Je l'ai toujours su », ai-je répondu simplement. « Vous n'avez juste jamais regardé. » Chloé, elle, était figée. Son téléphone était encore dans sa main, mais l'écran avait cessé d'être un monde. Je voyais dans ses yeux un vertige, celui de comprendre que la réalité ne se monte pas comme une vidéo. Elle m'a dévisagé comme si j'étais une inconnue surgie au milieu de sa vie. « Tu es vraiment... » Elle n'a pas trouvé le mot. Antoine, lui, l'a trouvé pour elle, mais pas comme elle l'aurait voulu. Elle fabule, a-t-il lâché, la voix plus dure, plus basse. Elle lit trop, elle passe ses nuits sur Internet. Vous ne la connaissez pas. Cette phrase, je la connais par cœur. Vous ne la connaissez pas. C'est la phrase des hommes qui ne supportent pas d'avoir vécu à côté d'une intelligence sans la posséder. Mais cette fois, elle n'a pas fonctionné. La directrice du comité de soutien, celle qui ne riait jamais, a regardé Antoine comme on regarde un risque. « Maître, il y a eu une vérification préalable, une garantie écrite, une clause de restitution en cas de contestation ?» J'ai senti Antoine vaciller intérieurement. Le vocabulaire juridique, d'habitude son armure, devenait une cage. Il a balbutié une réponse vague, parlant de bonne foi, de confiance dans la maison. Le galeriste a soufflé, presque méprisant. La bonne foi n'est pas une expertise. Et l'expert a ajouté lentement « Ce que madame a pointé mérite au moins une analyse immédiate. Sans ça, toute présentation publique serait imprudente. » Imprudente. Le mot est tombé comme un jugement. Dans une pièce pleine de gens qui vivent de leur image, imprudente signifie suicidaire. Antoine a tenté de se tourner vers moi, comme il le faisait autrefois, pour me rétablir dans le silence. « Claire, arrête, tu détruis tout, tu te rends compte ?» Je l'ai regardé longuement, et c'est là que j'ai senti le basculement complet. Mon regard ne cherchait plus à être compris, il se contentait d'être vrai. « Non, Antoine », ai-je dit doucement, « je détruis le mensonge, c'est différent. » Autour de nous, les gens ne regardaient plus le tableau, ils regardaient moi. Ils voulaient une suite, un verdict, un nom, une histoire. Ils se demandaient où j'avais appris, qui j'étais, pourquoi je n'étais pas déjà quelqu'un à leurs yeux. Antoine, lui, était devenu transparent, un homme sans récit, privé soudain de son décor. Et dans ce silence-là, au milieu des dorures, je me suis senti pour la première fois depuis longtemps, non pas exalté,
libre. La soirée ne s'est pas terminée, elle s'est vidée. Les salons se sont peu à peu repeuplés de bruits artificiels. On parlait plus fort, on riait plus vite, on commentait des choses secondaires, un champagne, une exposition, un voyage, pour recouvrir l'événement réel. Mais je voyais bien la mécanique. Chacun rangeait le scandale dans une poche intérieure, comme un objet précieux et dangereux qu'on ressortirait demain, au téléphone, entre deux confidences. Antoine, lui, avait cessé d'exister socialement à l'instant exact où il avait perdu le contrôle du récit. Il s'est approché de moi près d'un couloir, à l'écart. La lumière y était plus crue. Ses traits, sans l'éclairage flatteur des mondanités, semblaient plus vieux. Ses lèvres tremblaient légèrement. Il n'était pas triste, il était humilié. Et l'humiliation, chez les hommes comme lui, devient vite une accusation. « Tu m'as assassiné », a-t-il soufflé. Le mot était excessif, évidemment, mais il avait besoin d'un drame à sa mesure, d'un crime qui justifie son orgueil blessé. Je l'ai regardé sans colère. La colère m'aurait encore attaché à lui. Moi, je voulais autre chose, la sortie. « Je t'ai empêché de te suicider en public. » ai-je répondu. « C'est différent. » Il a eu un rictus. « Tu fais la savante maintenant. Tu as voulu briller. Tu as toujours été jalouse. » Jalouse. Voilà l'insulte préférée de ceux qui ne supportent pas l'intelligence d'une femme, la réduire à un défaut sentimental. Je n'ai pas répliqué. J'ai ouvert mon petit sac et j'ai sorti une enveloppe, blanche, sans logo. Une enveloppe qui ne cherchait pas à être élégante, elle cherchait à être irrévocable. Antoine a d'abord cru à un détail pratique. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne voulais pas transformer cette victoire en revanche mondaine. Je ne voulais pas devenir l'idole du soir, celle qu'on applaudit avant de l'oublier. Antoine, lui, a essayé d'utiliser leur présence comme une bouée. « Messieurs, soyez raisonnables, nous allons régler ça en privé. » L'expert ne l'a même pas regardé. J'ai senti une chaleur étrange dans ma poitrine. Pas de fierté, plutôt la sensation très rare d'être enfin à la bonne place dans ma propre vie. Je me suis tourné vers Antoine une dernière fois, pas avec haine, avec une clarté qui ne demande plus rien. « Tu sais, Antoine, » ai-je dit, assez fort pour que les plus proches entendent, « la valeur d'un objet ne se trouve pas dans son cadre doré, mais dans la vérité qu'il porte. Moi aussi. » Les mots ont glissé dans l'air, puis se sont posés, comme une sentence élégante. Antoine a blêmi, parce qu'il comprenait la cruauté subtile. Je ne lui reprochais pas seulement un tableau, je lui reprochais une manière de vivre, de classer, de posséder. Je lui ai laissé l'enveloppe dans la main. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'ai pas regardé si Lucas ou Chloé me suivaient du regard. Je n'ai pas cherché l'approbation. Je suis sorti. Dans l'escalier de l'hôtel particulier, mes pas résonnaient légèrement. Pour la première fois, le bruit ne me faisait pas peur. Il me prouvait que j'existais. Dehors, l'air de Paris m'a frappé au visage. Il était froid, net, presque coupant. Et je me suis surprise à respirer comme si je venais d'apprendre un nouveau geste, celui d'être libre à 57 ans sans demander pardon. Le lendemain matin, Paris avait l'air de ne rien savoir. C'est sa force et sa cruauté. La ville avale les drames privés comme elle avale la pluie, sans ralentir. Les bus passaient, les cafés ouvraient, les journaux s'empilaient et le monde bourgeois reprenait son théâtre, persuadé, comme toujours, que l'humiliation n'a de réalité que si elle est imprimée. Je n'ai pas dormi beaucoup. Pourtant, je n'étais pas fatiguée. Il y avait en moi une clarté neuve, presque insolente. Une chambre d'hôtel modeste près de Montparnasse m'a suffi pour la nuit. Un lit, une fenêtre, du silence réel. Pas le silence décoratif d'un salon haussmannien, le silence qui ne surveille personne. À 10 heures, je me suis installée à la terrasse d'un café à Saint-Germain-des-Prés. J'aime ce quartier pour une raison simple. Il n'y a pas que l'argent, il y a les livres. Les librairies ont encore cette odeur de papier et de poussière fine, comme un vieux manteau qu'on refuse de jeter. Les gens y parlent bas, pas par snobisme, mais par respect de la pensée. J'ai commandé un café et un verre d'eau. Puis, presque par habitude, j'ai ouvert mon ordinateur.
Pendant 30 ans, j'ai vécu dans l'idée qu'une femme sage doit minimiser ses mouvements. Aujourd'hui, je faisais un geste simple, banal, me connecter. Et pourtant, c'était une révolution intime, parce que je me connectais au monde non plus comme épouse, mais comme personne. J'ai vu les notifications, des messages, des demandes, des gens qui, depuis la veille, cherchaient la femme qui avait osé. Ils voulaient un nom, un CV, une histoire, une case où me ranger. Je n'ai répondu à personne, pas encore. Puis un courriel est apparu en haut de la liste avec un expéditeur qui m'a fait plisser les yeux. J'ai cru d'abord à un faux, à une farce, à un de ces pièges modernes qui imitent les institutions. J'ai relu lentement « Musée du Louvre, département des peintures ». J'ai cliqué. Le message était court, parfaitement écrit, sans flatterie inutile. Ils avaient été informés de l'incident, on ne disait pas par qui. Ils évoquaient la pertinence de mes observations, la rigueur de mon raisonnement, et ils me proposaient un entretien pour une mission de conseil ponctuel. Expertise, confrontation documentaire, analyse de provenance. Le type de mission qu'on confie à quelqu'un dont on a besoin, pas à quelqu'un qu'on veut décorer. Je suis restée immobile, quelques secondes. J'ai senti la chaleur de la tasse entre mes doigts. Mes yeux se sont embués, mais ce n'étaient pas des larmes de revanche, plutôt une émotion sèche, la reconnaissance tardive d'une vérité. J'ai pensé à mon diplôme, rangé pendant des décennies comme un objet qu'on n'ose plus sortir. J'ai pensé à toutes ces nuits passées à lire, à vérifier, à apprendre. On dit souvent que les années silencieuses sont des années perdues. C'est faux. Elles sont des années d'accumulation, comme une bibliothèque fermée. Elles semblent inactives, mais elles conservent une puissance intacte. Je n'étais pas redevenu quelqu'un, j'avais toujours été quelqu'un. Simplement, on m'avait tenu derrière le cadre. J'ai répondu au Louvre avec une sobriété presque froide. Date, disponibilité, conditions. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai parlé comme on parle entre professionnels. C'était la première fois que je signais un mail avec mon nom sans qu'il soit un accessoire de celui d'Antoine. Claire. À côté de moi, un couple discutait d'un voyage en Bourgogne, d'un pinot noir plus droit qu'un autre. J'ai souri malgré moi. Paris adore croire qu'il invente tout, même les sensations. J'ai commandé un verre de vin rouge, pas pour célébrer, pour marquer le moment. Quand le serveur l'a posé, la robe sombre a accroché la lumière d'hiver. J'ai regardé ce liquide, cette lenteur, cette profondeur, et j'ai compris, la liberté n'est pas un grand discours, c'est un choix répété, un geste après l'autre, une phrase après l'autre. J'ai pensé à Antoine, à son visage quand il a compris que je l'échappais. Je n'ai pas ressenti de triomphe, j'ai ressenti une évidence. Le pouvoir basé sur l'ignorance s'écroule toujours dès que la connaissance entre dans la pièce. À 57 ans, on me disait que je devais me contenter de préserver. Moi, je venais de commencer à construire. Je me suis penchée vers mon verre, j'ai respiré son parfum, non pas comme une épouse qui choisit le bon vin, mais comme une femme qui goûte enfin sa propre vie. Et dans le reflet sombre du vin, j'ai vu mon regard. Il n'attendait plus qu'on le reconnaisse. Il avançait. Il existe une illusion ténace, surtout passé la cinquantaine, celle qui nous fait croire que le temps de l'apprentissage est derrière nous, que la liberté appartient aux audacieux de 20 ans et que le silence est une forme de sagesse. L'histoire de Claire dit exactement l'inverse. Elle nous rappelle que le savoir n'a pas d'âge, mais qu'il a une mémoire, que les années où l'on se tait, où l'on observe et où l'on accumule sans reconnaissance ne sont pas des années perdues, elles sont des années de maturation, comme une bibliothèque fermée. Elles semblent inactives, mais elles conservent une puissance intacte. Elle parle aussi de liberté personnelle, pas celle des grands slogans, mais celle plus rare qui consiste à reprendre la maîtrise de son récit,
à refuser d'être un décor, un cadre doré, une fonction rassurante pour les autres, à oser dire « je ne suis pas ce que vous avez décidé de voir ». Elle pose enfin une question dérangeante mais essentielle. Combien de talents, de compétences, de vérités sommeillent d'aujourd'hui dans le silence, étouffés par le confort, la peur ou le regard des proches? À partir de quel âge avons-nous accepté qu'il était trop tard pour nous de nous lever et parler? Et si la vraie audace, après 50 ans, n'était pas de recommencer à zéro, mais d'oser être pleinement soi-même? Si cette histoire vous a touché, peut-être parce qu'elle fait écho à votre propre vie, alors elle n'est pas terminée. Nous vous invitons à partager votre histoire, un moment où vous avez été sous-estimé, une vérité que vous avez gardée trop longtemps pour vous, un choix tardif mais décisif qui a changé votre regard sur vous-même. Vous pouvez écrire anonymement si vous le souhaitez. Vos mots comptent, votre parcours compte, et votre expérience peut à son tour devenir la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Parce qu'il n'est jamais trop tard de sortir du cadre, parce qu'à tout âge, la connaissance libère, et parce que certaines vies ne commencent vraiment que quand on ose enfin les raconter. That's okay. It's Monday. Really good song, by the way. Isn't this a TikTok trend at the moment? Okay, working is live. Come say hi. God, I hope this is the right account. Yeah, it is. Just looks like I'm eating my microphone, but that's okay. Okay. Harrison and Tally, good morning. Tally, I still haven't finished that playlist. I did listen to quite a bit of it on my walk, though. It's Big Dog Kate. I'll post in Discord. Okay, thank you. This shirt is sitting funny, hey? I feel like it is just like maybe a bit too big. Looking good. Thanks, Blue Panda. Thank you. I've got stripes on my face for my blinds. I'm trying to enjoy having a little bit of sun come through the window. Good morning, Kate. Guys, I have coffee. Cheers. I will walk to go get coffee this morning. Guys, I need to buy a coffee machine because I can't just go and buy coffee every morning. Kay, yes! Oh my god, sorry, I'm trying really hard not to scream. Kay! Oh my god, oh my god, oh my god. Which job? You were applying for a bunch of jobs, right? I think last time you were in here, you had an interview. Well done! Oh my god, guys, everyone say yay, Kay. Can we get some yay Kays in chat?